Pas de souci. Donc, Jérémy Kiepa, je suis responsable du département cybersécurité chez Folder, pour la petite présentation. Donc, je vous propose sur cette présentation libérer du stress lié à la probabilité d'une attaque en cochant toutes les cases. Donc, aujourd'hui, l'actualité le confirme, une attaque sur un SI, c'est souvent lié effectivement à un ransomware. Un ransomware, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un logiciel malveillant qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant. Et la victime, effectivement, a demandé le paiement d'une rançon pour récupérer l'accès à ses fichiers ou à son ordinateur. Aujourd'hui, une machine elle peut être infectée de différentes manières. Donc, après l'ouverture d'une pièce jointe via les mails, après avoir cliqué sur un lien malveillant dans des courriels, en naviguant sur des sites compromis ou suite à une intrusion sur le système. Dans la majorité des cas, aujourd'hui, les cybercriminels exploitent des vulnérabilités qui sont connues dans les logiciels, mais dont les correctifs n'ont pas encore été appliqués. Donc à ce niveau-là, on parle de patching, de mise à jour. Vous avez pu en entendre aujourd'hui parler dans les différentes présentations. Donc le but recherché aujourd'hui, évidemment, c'est d'extorquer de l'argent. Donc à la victime, en échange de promesses pas toujours tenues, on négocie avec des pirates, mais forcément un petit peu compliqué d'avoir des certitudes, pour retrouver l'accès aux données corrompues. Certaines attaques visent parfois simplement à endommager le système de la victime pour lui faire subir des pertes d'exploitation ou pour porter atteinte à son image. Ça reste compliqué effectivement de développer son image, mais assez rapide de la diminuer ou en tout cas de la corrompre. Comment s'en protéger? Donc, je vous propose aujourd'hui une série de 8 points pour justement les fameuses cases à cocher pour sécuriser le système d'information. Donc, sur la première, on va voir pour appliquer de manière régulière et systématique les mises à jour de sécurité. Sur la seconde, la mise à jour de l'antivirus et la configuration du pare-feu. Sur le troisième, la partie protection des emails. Sur la quatrième, la partie de programme piraté et la gestion du compte administrateur. Enfin, la cinquième, d'éviter les sites non sûrs ou illicites. Le point 6 sur la gestion des sauvegardes. Le point 7 sur l'utilisation des mots de passe complexes en respectant les préconisations. Et enfin, un point final, donc l'audit du système d'information qui reprendra globalement tous les points qu'on a pu voir précédemment. Donc, sur l'application des mises à jour de sécurité, les cases à cocher. Donc, pensez à mettre à jour l'ensemble de vos appareils et logiciels. Bien souvent, on pense tout de suite à la partie serveur pour le travail, mais bien évidemment, pensez également à la partie smartphone, tablette que vous avez dans vos parcs informatiques. Télécharger les mises à jour uniquement depuis les sites officiels. Identifier l'ensemble des appareils et logiciels utilisés. Encore une fois, on l'a dit ce matin, on protège et on sécurise ce qu'on connaît. Donc, à partir de là, évidemment, on part d'inventaire de matériel au niveau de la gestion du SI. Activer l'option de téléchargement et d'installation automatique des mises à jour pour effectivement suivre la distribution des mises à jour. Définir des règles de réalisation des mises à jour. Alors, c'est plutôt un axe de gouvernance à travers des politiques de sécurité. On planifie les mises à jour plutôt sur des périodes d'inactivité. Et on protège autrement les appareils qui ne peuvent pas être mis à jour. Là, typiquement, c'est le cas d'une application sur un SI qui n'est plus, par exemple, maintenue par l'éditeur. L'idée, c'est effectivement d'isoler cette machine sur le réseau, de ne laisser passer que les flux métiers et de couper les accès à Internet. Le deuxième point, donc antivirus et pare-feu. Aujourd'hui, il faut effectivement, le bon conseil, c'est d'adopter un antivirus de nouvelle génération, ce qu'on va appeler EDR, XDR, vous avez pu voir passer au cours de la journée. Il faut savoir aujourd'hui, juste au retour d'expérience, en cas de cyberattaque, une des premières mesures qui sera recommandée, c'est effectivement de déployer un EDR sur le système d'information, si ça n'a pas été fait. Donc, tenez l'antivirus à jour, bien évidemment. Ensuite, de configurer le pare-feu des postes et des serveurs et ne laissez passer que les applications, services et machines légitimes. Pourquoi? C'est que lorsque vous avez une intrusion sur votre système d'information, sur un poste utilisateur, typiquement, ça évite ce qu'on appelle de la latéralisation. Donc, le pirate se déplace de poste en poste pour ensuite remonter jusqu'au serveur.
quand vous activez le pare-feu sur ces postes-là, déjà, on ferme une barrière. Et enfin, dernier point important, donc de suivre et de traiter les alertes de la console antivirus. Avoir un EDR, c'est bien, mais suivre ce qui se passe sur la console au niveau du monitoring et du reporting, c'est mieux. Le comportement avec la messagerie, donc la gestion de la messagerie et de la sécurité autour de la messagerie. Donc, encore une fois, les bonnes pratiques, donc ne pas ouvrir de courriel avec des pièces jointes, ne pas cliquer sur les liens provenant de chaînes de messages, d'expéditeurs inconnus ou d'expéditeurs codés dont la structure de message est inhabituelle ou vide. Encore une fois, on préfère lire un message, valider les liens, l'émetteur, le nom de domaine de l'émetteur, avant d'aller cliquer ou renseigner des informations qui peuvent être compromettantes pour le système d'information. Et évidemment, ne renseignez jamais vos identifiants, compte mot de passe. À aucun moment, on a le droit de vous demander vos identifiants sur un site. Petite statistique qui vient effectivement de la CNIL, donc 69% des entreprises victimes sont des TPE et des PME. On en parlait précédemment. Aujourd'hui, c'est vraiment une cible prioritaire. Les structures ont un niveau de maturité qui est encore assez faible, et pour que ça devient des cibles qui sont privilégiées. Quatrième point sur l'application et les droits administrateurs. Bon, encore une fois, ne pas installer d'application ou programme piraté dont l'origine et la réputation sont douteux. Utiliser des applications et programmes mis à jour et mis à disposition par votre service informatique. Par là, on évite ce qu'on va appeler en termes le shadow IT, c'est d'aller mettre des applications qui ne sont pas distribuées et validées par le système informatique. Notamment, on en voit passer assez souvent, la génération de PDF directement sur Internet, de convertisseurs qui sont effectivement gratuits, mais on envoie la donnée à l'extérieur de l'entreprise et ça génère effectivement un risque. Donc, on utilise un système qui est validé par le service informatique pour l'envoi de fichiers sur Internet. Là, encore une fois, que ce soit par mail ou à travers des sites très connus dont on va passer assez régulièrement, on n'envoie pas de données sensibles sur Internet de manière libre. N'utilisez pas un compte avec droit administrateur pour consulter vos messages et naviguer sur Internet. Là, l'explication est encore assez simple. Si jamais vous cliquez sur un lien de phishing sur votre poste, en cliquant sur le lien en arrière-plan, il se peut très bien qu'un pirate aille exécuter un logiciel malveillant, prendre la main de votre poste sans le voir physiquement à l'écran et ensuite se répandre sur le système d'information. La navigation sur Internet. Donc, évitez les sites non sûrs ou illicites, tels que ceux hébergeant des contrefaçons, musique, film, logiciel. Certains sites malicieux avec de l'injection de code pendant la navigation et infection de la machine. Comme j'expliquais précédemment, on ne voit pas forcément toujours ce qui se passe à l'écran, en premier plan, mais en arrière-plan, on peut avoir effectivement une attaque d'un pirate qui sera fait via du code malveillant. On met en place un système de filtrage des contenus via le pare-feu. Là, encore une fois, l'idée, c'est de contrôler tout ce qui va sortir à travers cette porte. La porte d'entrée-sortie du réseau, donc c'est le pare-feu qui le contrôle. Tout ce qui sort effectivement et tout ce qui rentre via le pare-feu doit être filtré et doit être journalisé. Et enfin, donc, le dernier point, donc, surveiller les journaux du module de filtrage web. Encore une fois, si on met en place cette notion de reporting, c'est pour de temps en temps avoir des alertes et en tout cas pouvoir les consulter. Point numéro 6, sur la gestion des sauvegardes. Encore une fois, de bonnes pratiques, faites des sauvegardes régulières. Donc, sauvegardez vos données et vos systèmes. Identifiez les appareils qui contiennent des données et déterminez quelles données doivent être sauvegardées. On en parlait dans une slide précédente, un inventaire. On parle d'inventaire des actifs de votre système d'information, mais également un inventaire applicatif, avec toutes les informations qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre SI. Là, on a cette notion, on va dire, de criticité également à déterminer. Qu'est-ce qui est nécessaire pour votre système d'information en termes d'application? On doit classer ces informations-là par criticité et forcément appliquer des mesures différentes de sécurité vis-à-vis de ces applications. On choisit une solution de sauvegarde qui est adaptée aux besoins. On planifie les sauvegardes et on consulte les journaux, encore une fois.
on respecte les pratiques du 3-2-1. Donc, en termes de bonne pratique, le 3-2-1, c'est donc 3 copies des données sur 2 médias différents, dont un qui va être externalisé. Le 1 reste très important à l'heure actuelle des cyberattaques. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est ce qui va vous permettre de redémarrer. Si demain, vous avez effectivement subi une cyberattaque, que votre système d'information n'est plus opérationnel, aujourd'hui, la seule solution, ça sera ce média déconnecté. Donc, bien penser à avoir ce média déconnecté. Et enfin, sans restauration, on ne parle pas forcément de sauvegarde. Donc, pensez bien à tester la restauration de vos sauvegardes, que ce soit des fichiers, que ce soit des serveurs complets. Donc, définissez un process de restauration de vos sauvegardes annuellement ou semestriellement. Tout dépend de ce qu'on voudra en tout cas restaurer. Une phrase de Guillaume Poupart, qui est le directeur général de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'agence de l'État pour le SI. Donc oui, la cybersécurité, c'est rouler à 200 km/h à moto sans casque. Donc en clair, une gestion du risque. Point suivant, donc le numéro 7 sur la gestion des mots de passe. Respecter les bonnes pratiques pour la construction des mots de passe, à savoir qu'aujourd'hui, un minimum de 12 caractères, une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Petit aparté, juste, le mois dernier, la CNIL a sorti un nouveau référentiel par rapport justement à la gestion des mots de passe utilisateurs. Alors, différencier bien, pardon, utilisateur et tout ce qui va être compte à privilège. Ils ont allégé une certaine partie, mais aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui en retenir, c'est que sur tout ce qui est système, dès que vous avez la possibilité de mettre en place du multifacteur, mettez en place du multifacteur. Utilisez un mot de passe différent pour chaque service. Évidemment, si vous faites pirater un compte, on va éviter de pouvoir se connecter à tous les services avec le même identifiant et le même mot de passe. Utilisez un gestionnaire de mot de passe, un gestionnaire de mot de passe qui est reconnu. On n'envoie pas tous ces mots de passe sur un logiciel de stockage dans le cloud, sur Internet, sans trop savoir en plus où il stocke ces fameux mots de passe. C'est quand même une clé de votre sécurité, de votre réussite. Changez votre mot de passe au moindre soupçon. Ne communiquez jamais vos mots de passe. Et enfin, j'en parlais, donc activez la double authentification lorsque c'est possible. Aujourd'hui, certains services l'imposent. Il y a une raison, c'est simplement qu'aujourd'hui, c'est le seul, on va dire, barrage. Une fois que vos identifiants sont compromis, sont dans la nature, sans cette double authentification, on a accès à tous vos services. Et enfin, le dernier point donc, qui reprend un peu l'intégralité des points précédents qu'on a pu voir. Donc, ce qui est important, c'est de connaître l'état de votre système d'information, du niveau de maturité de votre système d'information. Ça passe par des phases d'audit. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience du risque cyber. Aujourd'hui, on agit dans ce sens-là, puisque bien souvent, on avait historiquement l'habitude de dire non, on n'est pas concerné, c'est pas pour nous, on ne sera pas attaqué. Aujourd'hui, on voit que ça concerne tout le monde. On en parlait ce matin, il y a même des boulangers qui se sont fait attaquer, donc ce n'est pas une multinationale, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous êtes représenté par une adresse IP, donc derrière, on ne voit pas forcément quelle taille de structure on peut retrouver. Par l'audit, on parlait donc l'audit cyber du système d'information. Donc, c'est une approche cyber par conformité. Encore une fois, l'idée, c'est de respecter les règles du guide d'hygiène de l'ANSSI. C'est un service qu'on propose à ce niveau-là. C'est un socle de sécurité basique qui a été distribué et réalisé par l'ANSSI, donc c'est le guide d'hygiène. 42 mesures qui aujourd'hui permettent, à travers son application, de vous procurer un socle de sécurité minimal. Enfin, l'objectif, c'est de mettre en place et de conduire un processus complet d'audit, donc par l'évaluation, le plan d'action qui sera donc réalisé à la suite de l'audit, et enfin la revue. Ce n'est pas des actions one-shot, c'est une action qui se réalise dans le temps, donc il faut aussi assurer un suivi de ces actions de sécurité. Et enfin, donc, pour la définition du score cyber initial et cible, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc, voilà un exemple d'audit qui est réalisé.
Un témoignage, alors, comme on peut en trouver aujourd'hui très couramment, d'une victime de ransomware. Donc, c'est un dirigeant d'un cabinet d'avocats de la région Île-de-France. Il dirige un cabinet d'avocats d'une dizaine de salariés. En arrivant le lundi matin, plus d'informatique. Tous les fichiers avaient été chiffrés. Le cas très classique, hein, où les pirates interviennent, on va dire, plutôt sur des week-ends pour que dès le lundi, vous soyez donc en blackout. Évidemment, il y avait une rançon lors de cette attaque. Le cabinet a contacté le prestataire informatique pour qu'il restaure les sauvegardes, mais à ce niveau-là, ils n'ont rien pu faire. Les sauvegardes avaient également été attaquées. C'est aussi un premier point de cible des pirates, c'est d'aller chiffrer les sauvegardes, bloquer les sauvegardes. Comme ça, vous ne serez pas capable de restaurer en tout cas votre SI. Bon, la situation dramatique, activité coupée, tous les dossiers avaient été perdus. Donc, contre-coup, ils ont compris par la suite que les pirates étaient rentrés par le réseau par un accès à distance. Donc, encore une fois, sécurisation des accès. Et au final, ils ont mis donc plusieurs semaines pour retrouver un fonctionnement normal. Mais une partie des dossiers archives ont été perdus. Donc là, le cas j'en dire, très classique d'un organisme qui se fait attaquer. Les pirates vont rentrer sur votre réseau. À un moment donné, vous n'aurez effectivement aucune information. Ils vont cartographier votre système d'information pour effectivement récupérer les sauvegardes, on en parlait tout à l'heure, le point sensible, récupérer les accès. L'objectif, c'est de venir effectivement d'avoir de l'élévation de privilèges, ce qu'on appelle, pour avoir effectivement tous les droits sur votre système d'information. À partir de là, ce n'est plus votre système d'information. De toute façon, il est partagé. Et le moment opportun, entre le moment où ils ont pu rentrer sur votre réseau et le moment où ils vont effectivement vous chiffrer, il va sûrement également se passer une phase d'évaporation de vos données, exfiltration de données. Donc là, vos données sont publiées sur ce qu'on va appeler aujourd'hui le dark web. À partir de là, ils vous demanderont une rançon. Et comme ce cabinet, un lundi matin, un retour, plus d'accès au SI, demande de rançon et plus de production évidemment. Est-ce que vous avez des questions? La surprise. Le 1, il peut être remplacé par un stockage immédiat. Alors, il faut effectivement une rupture technologique entre la production et ce fameux stockage déconnecté, cloud avec une rupture technologique, une bande. Bref, l'idée, c'est ne pas être connecté au réseau. Je rends une rupture technologique entre les deux. D'accord. Parce que le stockage immédiat est vendu comme étant quelque chose de non chiffrable, ce qui est pas modifiable. Aujourd'hui, ça reste les préconisations de l'ANSSI sur les bonnes pratiques. Maintenant, j'ai envie de dire, on agit par conformité, donc par rapport à un référentiel qui a été posé par l'ANSSI, ça reste les bonnes pratiques. Maintenant, techniquement parlant, il y a sûrement des manières de contourner ou de s'adapter, mais là, l'idée, c'est d'avoir une approche par conformité par rapport au vie d'hygiène.